9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Aujourd'hui, jeudi, et comme tous les jeudis, nous donnons la parole à celui qui souhaite la prendre. Nous parlerons politique ce matin. Et notre invité, c'est Antoine Folly. Il est délégué national de l'UDS Togo, l'Union des démocrates socialistes du Togo, membre de la coalition des 14 partis de l'opposition avec lui. Nous reviendrons sur la rencontre du 27 juin dernier avec les deux facilitateurs. On fera une projection sur ce que pourra être la feuille de route de la CEDEAO le 31 juillet prochain. Mais avant, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce jeudi. Il y a le quotidien Togo Matin. Togo Matin qui est dans les kiosques ce jour. Notamment de revenir là-dessus, il y a le quotidien Forum de la semaine. Forum de la semaine qui parle du développement. Forum politique de haut niveau sur le développement durable à New York. Le Premier ministre Selom Klasu participe donc à la rencontre. Le confrère revient sur le sujet. Vous lirez l'article à la page 4. Sommet CEDEAO, CAC, les experts donnent le ton aux préparatifs. Vous lirez l'article à ce propos. Et puis, le Conseil supérieur de l'ONAT, le président et ses membres s'installent pour un mandat de 3 ans, écrit notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal, le quotidien Forum de la semaine. Il y a notre suivi également sur l'agri-business. 6 000 fruits de 3 kilos de pastèque donnent 1 800 000 francs par hectare. Vous lirez l'article pour une meilleure compréhension dans le quotidien Forum de la semaine. Le quotidien Togo Matin maintenant. Togo Matin qui parle du dialogue inter-togolais 5 mois après. Que dire de la médiation de Condé et Ado? Vous lirez l'article dans le journal, c'est la page 3. Prochain meeting de la C14, le gouvernement met la coalition devant ses responsabilités, écrit le confrère, faisant donc allusion au communiqué du ministre de l'administration territoriale. En confidentiel, titre notre confrère, au sujet des manifestations de la C14, Tikpi Achadam opposé aux autres leaders. Le confrère fait allusion à beaucoup de choses. Vous lirez l'article à la page 3 pour une meilleure compréhension. Et puis, 17e forum annuel de la Goa. Après le visa textile, quelques autres visas pour les produits togolais. Vous lirez l'article dans le journal, c'est le journal Togo Matin. Il y a le quotidien Liberté législative avant fin novembre 2018. Cette piste de solution que le pouvoir refuse d'explorer. Vous lirez l'article dans le journal, c'est la page 3. Dissension à la direction des statistiques agricoles. Les agents enquêteurs agricoles et le directeur général s'opposent sur donc la durée du contrat. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis solution ou soutien à la lutte démocratique. Le mouvement Les combattants de Charlotte appuie financièrement la C14. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis un sujet sur l'économie togolaise, un rapport donc avec le FMI. Contexte et évolution récente du Togo. Le programme FEC du FMI pourrait être freiné, écrit notre confrère Liberté. Il y a l'hebdomadaire Le Changement. Le changement, malgré les manœuvres du pouvoir tendant à les diviser, les responsables de la C14 sont plutôt plus solidaires. Le confrère nous propose d'ailleurs l'intégralité du programme de manifestation prévu la semaine prochaine finalement. Et cette déclaration de Jean Eclou de l'ANC à propos des fameuses armes portées disparues, c'est un aveu d'irresponsabilité et d'impuissance pour un régime qui dirige un pays depuis plus de 50 ans, dira-t-il. Vous lirez son interview, sa réaction
dans le journal Le Changement à la page 3. OTR, administration fiscale, 33 directeurs généraux du CREDAF à Lomé pour améliorer leur capacité de recouvrement des impôts. Et puis soirée des lauréats au collège Notre-Dame de Fatima, les meilleurs élèves primés, écrit le confrère Le Changement. Flambeau des démocrates. Crise dans le diocèse de Kpalimé, résistance des insoumis, le Vatican en soutien à Monseigneur Alouanou, analyse le journal Flambeau des démocrates. Programme national de développement, virage délicat, écrit notre confrère, le journal qui parle également de la liberté de manifester sur toute l'étendue du territoire. La C14 prend le pouls du pays par des mobilisations. Chronique de la semaine, la feuille de route de la CEDEAO s'imposera à tous, écrit notre confrère. La coalition de 14 peut-elle finalement dire la vérité à ses militants, se demande le journal, qui revient également sur Evala 2018. Le pays cabillait dans la fièvre des luttes traditionnelles. Vous lirez l'article à la page 6. Fin du symposium des jeunes de Kara, soutien et adhésion au mouvement des jeunes pour un Togo uni à la politique du président fort. Vous lirez l'article dans le journal Le Confrère qui parle également de la gestion des finances publiques. Le gouvernement signe avec le FMI et l'Union européenne une convention sur un projet d'assistance. Et puis amélioration du recouvrement des recettes fiscales. Les représentants des pays membres du CREDAF se sont concertés à Lomé. C'est dans le journal Chronique de la semaine que vous lirez tous ces sujets. Il y a l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Tragédie à la télévision nationale. TVT, l'onde de choc, 1620 documentaires diffusés illégalement, 2100 films diffusés à travers des téléchargements illicites, 30 séries diffusées dans l'illégalité, la télévision mise en demeure par les sociétés détentrices des droits, écrit notre confrère La Nouvelle Tribune ce matin. C'est un dossier intéressant quand même à lire à la page 3. La crise au diocèse de Kpalimé. Le journal revient aussi sur le sujet avec le Vatican qui tape du poing sur la table. Et puis économie, tribune libre, avis de tempête sur la gouvernance des banques de l'UEMOA. Vous lirez l'article dans le journal La Nouvelle Tribune. Et le dernier journal avec nous ce matin, Social Info, le mensuel d'information sociale, MIFA, ECO, CCP, 4e, la contractualisation du CHU Sylvanus Olympio. Un coup d'accélérateur au mandat social. Vous lirez l'article dans le journal Social Info. M-Afrique, vaste campagne médico-chirurgicale gratuite, 6555 consultations et 482 patients opérés avec succès dans la région maritime, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de la protection de l'environnement et de l'écosystème. La BOAD s'engage pour la gestion durable des déchets. Tous ces sujets, c'est dans le journal Social Info. Alors, dans les kiosques ce jeudi, outre Social Info, vous avez l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, il y a l'hebdomadaire Chronique de la semaine, vous avez l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, il y a l'hebdomadaire Le Changement, le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté et le quotidien Forum de la semaine. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci de nous rejoindre sur Radio Taxi FM à Lomé. Taxi Presse ce jeudi, notre invité, vous le savez, c'est Antoine Folly, le délégué de l'UDS Togo, Union des démocrates socialistes. Il est donc membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Monsieur Antoine Folly, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs de Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Non, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez traversé la ville de Lomé pour arriver chez nous ici à Agbalépé-Dogon. Qu'avez-vous observé? Les Togolais sont-ils heureux? Oh, vous savez, l'image la plus marquante, c'est lorsque vous voyagez, vous allez à l'extérieur du pays, que vous arrivez au Togo, vous sentez le mal-vivre des Togolais. Vous sentez tout de suite la différence. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Hein. Vous partez, moi, le week-end dernier, j'étais au Bénin. Et lorsque je suis arrivé, j'ai traversé la frontière, vous voyez tout de suite la différence. Quoi, les Béninois sont mieux lotis que nous? Ils sont tout le temps chez nous, le week-end. Oui, mais vous savez, ils sont tout le temps chez nous le week-end.
par nécessité, vous voyez, par nécessité. Mais ce que je veux dire, c'est que, et ça, c'est tout le monde qui le dit, tout le monde qui le ressent. Quand vous revenez d'Accra ou de Cotonou, vous rentrez dans le Togo, vous sentez tout de suite qu'il y a une différence. Un mal-vivre que vous voyez au Togo. Et je ne dis pas que c'est c'est le paradis au Bénin ou au Ghana. Mais on sent quand même que les choses vont mieux dans ces deux pays que chez nous. Donc quand vous arrivez. Donc vous n'avez pas besoin de traverser le pays. Tout le Togo sent le mal-vivre. Et ça, c'est une question de gouvernance. C'est la faute à Faure Gnassingbé, vous pensez? Non, ce n'est pas forcément la faute à Faure Gnassingbé tout seul. C'est la faute à tout un système qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Mais c'est la faute principalement aux tenants du régime, mais c'est aussi en partie la faute aux Togolais eux-mêmes. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que lorsque vous subissez dans le silence l'injustice, vous subissez l'injustice, la pauvreté, le mal-vivre, sans rien dire, en faisant semblant parfois d'être heureux, ben vous êtes aussi coupable que celui qui crée l'injustice, que celui qui crée la pauvreté, que celui qui crée les inégalités. Donc, c'est une prise de conscience collective de tous les Togolais pour que nous combattions ce système. Vous parlez de gouvernance, mais nous observons quand même qu'au niveau du pouvoir, il y a pas mal d'initiatives quand même pour sortir les Togolais de la précarité, de la pauvreté. Il y a pas mal de projets qui sont multipliés par les ministères, par le gouvernement, par Faure Gnassingbé qui est sur le terrain. Il dort plus depuis quelque temps, nous renseigne-t-on. Il est sur le terrain, il se bat. Il faut qu'il dorme un peu, parce que s'il ne dort pas, il risque de finir avec une crise cardiaque. Non, il faut qu'il dorme un peu. Non, vous savez, tout ça, il y a beaucoup de cinéma là-dedans. Je vais vous prendre un seul exemple. Je vous prends c'est sérieux, comment du cinéma? Non, je vais vous prendre un exemple. La route Lomé-Vaughan-Ampoint. Oui. C'est une bonne initiative, vous me direz. Oui, bien sûr. Bon, eh bien pour cette route, plus de 30 milliards déjà engloutis pour rien. C'est-à-dire 30 milliards engloutis, enfin plus de 30 milliards engloutis et pour lesquels on ne sait pas à ce jour à quoi ils ont servi. Et pendant ce temps, on voit que les responsables politiques qui ont la charge de ce projet se sont enrichis et exposent avec une certaine, j'allais dire, déconcertation, leur nouvelle richesse. Ils narguent même les Togolais avec leur nouvelle richesse. C'est ça la réalité du Togo. Il y a beaucoup d'annonces, beaucoup d'effets d'annonces, beaucoup de projets. Mais au final, le moment viendra où on fera le résultat, le bilan de tout cela. Il y a beaucoup d'argent qui arrive au Togo. Vous savez, la semaine dernière, je lisais sur un journal que l'Union européenne, l'Union européenne et la France ont investi au Togo, ont transféré vers le Togo plus de 217 milliards sur l'année 2017, dont près de 80% sous forme d'aide. Aide budgétaire. D'aide. D'accord. Alors, où sont passés ces 217 milliards? Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, on nous a dit, il y a des programmes d'éducation, des programmes de ceci, des programmes de cela. Mais je suis persuadé que si nous avions une véritable Assemblée nationale qui joue son rôle, on verrait que près de au moins la moitié de cet argent est allé enrichir les gens du régime. Ça voudra dire également que vos camarades qui sont de l'Assemblée nationale, qui sont de l'opposition aussi, ne jouent pas véritablement leur rôle. Mais non, mais on est d'accord là-dessus. Mais vous savez, l'Assemblée nationale fonctionne par un système de majorité. C'est la majorité parlementaire qui mène, qui
qui gouvernent pratiquement l'Assemblée nationale. Mais ils peuvent aussi donner le ton. Mais bien sûr, ils le font. Véritablement. Ils le font. Apparemment, c'est pas audible. Oui, mais la dernière fois, je vais vous donner un exemple. La dernière fois, les députés de l'opposition avaient demandé l'ouverture d'une commission d'enquête à la suite de la publication, à la suite de l'inculpation de Bolloré pour son intervention, son financement de la campagne électorale au Togo, des présidentielles au Togo. Est-ce que les députés ont été suivis par la majorité? Non. Et c'est ainsi pour beaucoup d'autres sujets. Malheureusement, les débats à l'Assemblée nationale au Togo ne sont pas diffusés sur les médias en direct, comme cela se passe dans d'autres pays. Sinon, vous verrez que les députés de l'opposition prennent des initiatives. Seulement, ces initiatives n'aboutissent pas parce que l'opposition n'a pas la majorité au Parlement. Voilà quelle est la réalité. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est le RPT qui a la majorité. Non, le RPT n'existe plus. C'est lui qui est là. Vous savez, ça, c'est une question d'habillage. Hein. Le contenu est le même. Donc, oui, mais tout à l'heure, vous parlez de problème de gouvernance. Nous savons quand même, je voulais revenir quand même sur ces projets initiés par le gouvernement togolais. Il y a quand même ce projet de FNFI, vous connaissez très bien ce projet-là. Bien sûr, je connais. Qui quand même aide les populations, surtout à l'intérieur du pays, à s'en sortir un petit peu. Pour vous, ça ne sert à rien? Vous savez, très souvent, les idées sont bonnes, les initiatives sont bonnes. C'est l'utilisation qu'on en fait qui est défectueuse. Le FNFI aurait pu être quelque chose de bien, de formidable pour nos populations. Malheureusement, on en a fait un instrument électoral. Un instrument, j'allais dire, d'adhésion politique. Qu'on nous fasse le bilan des remboursements des fonds prêtés par le FNFI. Est-ce qu'on a déjà dit à ceux qui bénéficient du FNFI de faire partie du parti au pouvoir avant d'avoir cet argent? Monsieur Gator, nous savons ce qui se passe sur le terrain. Nous savons ce qui se passe sur le terrain et l'utilisation, l'instrumentalisation de ces initiatives et de ces projets à des fins électoralistes. C'est comme ça que cela se passe. Et du coup, vous voyez... À cette allure, vous ne voulez plus finalement qu'il y ait des initiatives au niveau du gouvernement? Non, ce n'est pas... Parce qu'à chaque fois qu'on prend des initiatives, vous l'interprétez autrement. Non, ce n'est pas cela. Nous n'interprétons pas autrement. Nous voyons la réalité de ces événements, de ces initiatives. Lorsque les initiatives sont bonnes et totalement déconnectées de toute arrière-pensée électoraliste, eh bien on applaudit. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça le gros problème. Vous n'avez aussi jamais applaudi une initiative du gouvernement togolais? Non, mais parce que généralement... Non, parce que généralement, les initiatives du gouvernement togolais sont des initiatives qui ont deux visées, généralement. L'enrichissement illicite des dirigeants ou j'allais dire, des visées électoralistes. C'est ça, la réalité du terrain. Toutes ces initiatives, nous les suivons. Le moment viendra où on fera le bilan, par exemple, des remboursements des fonds prêtés dans le cadre du FNFI. Parce que les populations considèrent que c'est de l'argent qu'on leur a distribué à des fins électoralistes et beaucoup ne remboursent pas. Comment on pouvait leur reprocher? Donc, je dis encore que les initiatives intrinsèquement sont bonnes, mais l'utilisation, l'instrumentalisation qu'on en fait sont désastreuses. Soit on les utilise pour enrichir des responsables, soit on les utilise... Vous n'avez aucune preuve non plus. Monsieur, ce n'est pas une question d'avoir des preuves. Parce que si vous avez des preuves, avancez-les.
Non, il me semble que vous êtes en droit de porter plainte contre l'État si vous estimez que l'État s'enrichit. Vous savez, ou des gens de l'État s'enrichissent illicitement. Vous savez, monsieur Eric Gator, si le régime fait tout pour qu'il n'y ait pas d'alternance, c'est certainement aussi pour ça. Parce que le moment venu, il faudra faire l'état des lieux. Et cet état des lieux sera catastrophique. On fera l'état des lieux à un moment ou un autre. Et cet état des lieux sera, je vous le dis, catastrophique. C'est ça la réalité. Très bien. Tout à l'heure, nous reviendrons sur les discussions politiques au Togo, puisque le 27 juin dernier, les deux facilitateurs désignés par la CEDEAO, à savoir le président ghanéen Akufo-Addo et le président guinéen, le professeur Alpha Condé, étaient à Lomé, ont rencontré vous, les acteurs de la crise, beaucoup plus le pouvoir, le parti au pouvoir, le gouvernement et puis la C14, beaucoup de choses se sont dites. Notre invité ce matin, c'est Antoine Foli, le délégué général de l'UDS Togo, l'Union des démocrates socialistes du Togo, membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Nous allons maintenant revenir sur les discussions. Ça fait déjà 4 mois qu'on a entamé ces discussions que vous, au niveau de la C14, vous avez entamé des discussions avec le gouvernement togolais sous la facilitation du président ghanéen Akufo-Addo. 5 mois passés, si un bilan à tirer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Antoine Foli? Bon, c'est vrai que les discussions, enfin les résultats de ces discussions aujourd'hui sont en deçà des attentes des Togolais, mais de nos attentes, nous aussi. Bon, pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons. C'est que le contexte est difficile. Hein, il faut le dire. C'est caractéristique de toute la difficulté ou la complexité du problème togolais. Oui, voilà, c'est-à-dire que tout ça est lié, tout à fait, comme vous l'avez dit, à la complexité du problème. Mais aussi, et ça c'est un phénomène nouveau, c'est que la coalition des 14 partis de l'opposition, aujourd'hui, veut un règlement global de la crise togolaise, un règlement global et définitif de la crise togolaise. Donc, nous ne voulons pas de saupoudrage. Nous ne voulons pas qu'on règle des questions électorales et qu'on laisse de côté les questions des réformes. On ne voudrait pas qu'on règle les questions des réformes et qu'on néglige les questions électorales. Donc, nous voulons un règlement global de la crise pour qu'au sortir de cette discussion, on ne parle plus de crise politique au Togo, que l'on puisse enfin s'attaquer aux problèmes de développement de notre pays. Parce que la crise sociopolitique qui dure depuis plus d'une vingtaine d'années bloque le développement de notre pays. Voilà, donc, et le problème est complexe. Nous avons face à nous un régime qui est là, qui a des racines, hein, qui est là depuis plus d'un demi-siècle, et qui s'accroche au pouvoir, qui refuse les réformes, qui développe beaucoup de résistance, même à la démocratie, aux principes démocratiques. Donc, tout ça est complexe. Donc, c'est vrai que ça fait 5 mois que nous avons engagé ces discussions. Les résultats ne sont pas très probants, mais nous devons continuer. Mais en même temps, on a le sentiment que si vous vous plaisez là-dedans. Non. Les Togolais sont en train de souffrir depuis peut-être des années, ou depuis le 19 août, où vous avez rajouté à la morosité économique. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, il y a des familles qui ont perdu leurs enfants. L'économie est plus à terre qu'avant. Parce que quand on dit que vous avez paralysé l'économie, vous répondez souvent que l'économie est déjà à terre. Mais avec le développement de la crise, on sait que l'économie s'est enfoncée un peu plus. Il y a des gens qui sont encore en détention. Peut-être qu'on va revenir tout à l'heure sur le sujet, puisque ça a fait l'objet de discussion la dernière fois. Est-ce que vous ne vous plaisez pas finalement dans cette crise qui devient latente? Non, comment peut-on se plaire dans cette crise? Parce que vous ne trouvez pas de solution. Mais non, nous sommes en train de rechercher des solutions. Donc, il n'y a que ceux à qui... Moi, c'est pas trop.
pour trouver une solution Non, pourquoi? de sortie de crise? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le problème est complexe. S'il ne tenait qu'à la coalition, on serait déjà sorti de cette crise. Mais nous avons en face de nous un régime qui développe énormément de résistance même à la démocratie, de résistance au changement, de résistance aux réformes, et qui dispose pour cela de toutes les institutions de la République, qui dispose pour cela de toutes les finances de l'État, qui dispose pour cela de tous les réseaux diplomatiques, de tous les réseaux auxquels le Togo est parti. Donc, le problème est complexe. Nous n'avons que le peuple avec nous. Donc, tant qu'il n'y aura pas une volonté politique de la part du régime à sortir de cette situation, évidemment, ça va encore durer. Mais cela ne dépend pas de la coalition. Alors, quelle est la situation à ce jour? Nous savons que le 27 juin dernier, il y a eu quand même pas mal de décisions qui sont contenues dans le communiqué de la facilitation, notamment la libération ou la liberté de manifester sur l'ensemble du territoire national, la libération des personnes encore en détention, l'arrêt du processus électoral même a été évoqué, le maintien de l'actuelle Assemblée nationale, la date indicative de fin novembre pour l'organisation des élections, ça fait objet de polémique et de recadrage après du professeur Alpha Condé. Quelle est la situation aujourd'hui, monsieur le ministre? Alors, la situation aujourd'hui, c'est que, vous avez cité les points qui avaient fait l'objet d'annonces lors de la rencontre du 27 juin. S'agissant de la liberté de manifester sur toute l'étendue du territoire, nous avons pris acte de la déclaration du gouvernement. Vous savez que jusqu'à présent, certaines villes de l'intérieur du pays, notamment Mango, Bafilo, Sokodé, Tchamba, Kara, etc., étaient quasiment interdites de manifestation. Donc, nous avons prévu pour la semaine prochaine un certain nombre de manifestations. Je peux rapidement vous le donner. Le vendredi prochain, c'est-à-dire le 20 juillet, le matin, nous avons prévu un meeting à Mango. L'après-midi, à 15h, à Bafilo. Le lendemain, le samedi matin, à Sokodé. Et le 22, nous avons prévu un meeting à Lomé, mais pour lequel les formalités sont en cours. D'accord. Donc, les formalités administratives sont en cours. Par contre, pour les meetings du Nord, les formalités sont déjà faites. Il en est de même pour un meeting que nous prévoyons la semaine d'après, c'est-à-dire le samedi 28, un meeting à Tchévier le matin, l'après-midi, pardon, et le dimanche 29 juillet, un meeting à Tapamé le matin et un autre à Palimé. Le but de ces meetings, c'est d'aller rendre compte aux populations de ce que nous avons fait, des propositions que nous avons transmises en leur nom à la facilitation et pour lesquelles les deux chefs d'État, facilitateurs dans la crise, iront rendre compte à leur pairs. Donc, l'objet de ces meetings est surtout d'aller rendre compte aux populations et de leur expliquer le travail que nous faisons en leur nom et de recueillir aussi leur avis, leurs conseils et leur soutien et au final, les appeler à rester mobilisés derrière la coalition que nous fassions aboutir leurs manifestations quand on sait que d'ici la fin de ce mois, la CEDEAO nous dira ce qu'elle pense véritablement de la crise avec une feuille de route en bonne et due forme. Non, vous savez... C'est une façon pour vous quand même de mettre une pression sur la CEDEAO ou tester, comme les confrères l'ont dit ici depuis le début de la semaine, tester la bonne foi du gouvernement togolais? Non, mais de toute façon, le gouvernement togolais a dit que maintenant, nous pouvons manifester partout dans le pays, sur toute l'étendue du territoire. Nous avons pris acte. Donc, c'est
en application, si vous voulez, de cette déclaration que nous avons prévu ces meetings. Mais l'objet principal de ces meetings n'est pas de tester la bonne foi du gouvernement. L'objet, c'est d'aller rendre compte aux populations au nom desquelles nous travaillons, au nom desquelles nous luttons et qui sont avec nous chaque fois que nous les appelons. Donc, nous avons déjà le 23 mars, à la rencontre du 23 mars, Oui. nous avons fait des propositions au facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le 27 juin dernier, nous avons transmis aux 2 facilitateurs de la CEDEAO toute une série de propositions pour faire avancer le processus. Donc, il est de notre devoir d'aller rendre compte aux populations des propositions que nous avons transmises aux 2 facilitateurs et de leur expliquer le bien fondé de ces propositions qui, de toute façon, généralement, reprennent les mots d'ordre sur lesquels nous nous sommes mobilisés jusqu'à présent. Donc, nous nous sentons redevables vis-à-vis des populations. Donc, il est tout à fait normal qu'on aille leur rendre compte. Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas à Tchamba, comme vous l'avez dit? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas à Kara, par exemple? Non, vous concédez que c'est une cité imprenable aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons un problème de calendrier. Donc, jusqu'à présent, il y a 3 villes symboles. Il faut pas le cacher. Mango, Bafilo, Sokodé. Ces 3 villes ont été interdites de manifestation. Donc, ce sont 3 villes martyrs, symboles pour nous. Donc, et jusqu'à présent, les populations de ces villes ont été sevrées. Ils ont été sevrés d'informations. Il y a eu plusieurs manifestations et des meetings dans les autres villes du pays. Mais depuis, je crois, le mois de septembre-octobre, depuis le mois d'octobre, il n'y a plus rien eu dans ces villes. Donc, c'est pour cette raison que nous leur avons réservé la primauté de la reprise de nos activités pour les informer de tout ce qui a été fait depuis que leurs villes ont été fermées aux meetings et aux manifestations. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait choisi ces 3 villes en priorité. Vous choisissez de faire des meetings au lieu des manifestations de rue, comme des marches. Tout à fait. C'est un choix de la coalition. Vous ne voulez plus vous attirer la foudre du ministre Payado Aboukossi et de Yalk Damhan, c'est ça? Non, vous savez, la foudre de... Vous savez, quand on est... Il n'y a qu'au Togo que les ministres se croient, au-dessus des lois, au-dessus de... Non, un ministre est d'abord un serviteur de la nation, un serviteur de la République et ne peut pas être un monstre, vous voyez? Donc, non, nous avons fait un choix. C'est un choix que nous avons fait par esprit de responsabilité. Vous voyez, nous avons transmis des propositions aux facilitateurs qui nous ont dit, nous allons rendre compte à nos pairs et on vous reviendra, on reviendra vous donner le résultat de cette concertation avec nos pairs. Alors, je crois qu'il serait irresponsable de notre part, pendant que nous sommes dans ce processus, de faire des manifestations de rue. Vous voyez? En tout cas, c'est l'analyse que nous avions faite. Donc, par contre, il est important que nous allions, à travers des meetings, expliquer aux populations les propositions que nous avons remises à ces 2 facilitateurs. Donc, c'est un choix politique, mais un choix guidé par l'esprit de responsabilité qui nous anime. On va revenir tout à l'heure sur la proposition que vous avez remise aux facilitateurs, mais une question, et on a été toujours interpellé par nos auditeurs justement sur ce sujet. Où se trouve le président du PNP, Tikpi Achadam, l'homme par qui tout a commencé? Non, tout n'a pas commencé par Achadam. Vous voyez, avant le 17 ou le 19 août, il y a eu
une grande marche de CAP 2015. Oui, on a vu l'ampleur de cette marche. Voilà, et puis, le 3 août. aussi, ce qui s'est passé le 19 août aussi. Oui, mais vous savez, il n'y aurait peut-être pas eu de 19 août s'il n'y avait pas eu le 3 août. Beaucoup de gens l'oublient. Donc, il faut... vous savez, nous sommes au cœur du mouvement politique. Nous savons comment les choses se passent. Donc, il ne faut pas que les gens croient que la lutte du peuple togolais pour la liberté, pour la démocratie a commencé le 19 août. Non, c'est pas ce qu'on dit. Voilà, donc, non, mais beaucoup de gens... Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, beaucoup de vos confrères ont tendance à faire croire que les choses ont commencé le 19 août. Non, pas du tout. Donc, mais il y a un pic le 19 août. Non, disons que le 19 août est arrivé à créer une nouvelle synergie. Ça, je vous l'accorde. À créer une nouvelle synergie. Avant, vous aviez CAP 2015, vous avez le PNP, vous avez le groupe des 6. Oui. Bon, et puis, le 19 août, par la barbarie de la répression, a créé une nouvelle synergie, a rassemblé moi, j'ai appelé ça la synergie des luttes. C'est ce que le 19 août a fait. Mais la lutte n'a pas commencé le 19 août. Alors, voilà. où se trouve Tikwi Yatedam? Qu'est-ce qu'il est devenu? Moi, je ne peux pas vous en parler. Je ne suis pas... Mais comment ça? Vous êtes dans une même coalition? Non, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque réunion de la coalition, le PNP est représenté par... Oui, Tatikwi, M. Tatikwi. Non, pas... Enfin, enfin, voilà. Bon, ce sont... C'est les deux. Oui, Où bien se sûr. trouve le patron? Ça, je ne demandez jamais d'après lui? Mais évidemment qu'on demande d'après lui. Oui, c'est ce que je veux savoir. Moi, je peux pas... Je ne suis pas qualifié pour vous dire où se trouve Achadam, où il est, où il n'est pas. Non. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que à chaque réunion de la coalition, à chaque décision de la coalition, le PNP soit associé, que des représentants du PNP assistent à la réunion et soient dûment mandatés pour engager le parti, le PNP, dans les décisions que nous prenons. Oui, Tikwi avait soulevé quand même un problème de sécurité par rapport à son intégrité physique. Ouais. Comment est-ce que vous l'avez traité, ce problème-là, au niveau de la coalition? Non, ce problème... Vis-à-vis des facilitateurs, je veux dire. Non, mais le problème est posé au niveau des facilitateurs. Ils y travaillent. Vous savez, lorsqu'on prend sur soi de prendre les devants d'une lutte, vous savez, on risque... on est exposé. On l'est tous. Hein. Il n'y a pas que Achadam. Vous savez... Peut-être qu'il y a plus que vous. Je ne sais pas. Moi, je n'ai rien contre la sécurité de Achadam. Donc, voilà, on est tous exposés. Regardez, prenez le président de la République, lorsqu'il se déplace. Vous voyez toute la horde de sécurité qu'il y a autour de lui? Oui. Bon, voilà. C'est le chef de l'État. Ouais, c'est le chef de l'État. Donc, lorsqu'on est un homme politique, d'un certain niveau, on est exposé. Cela fait partie de la vie politique. Bon, moi-même qui vous parle, je n'ai pas besoin de raconter tout ce que j'ai traversé. Mais, bon, on a commencé, certains y ont laissé leur vie. Bon, ça fait partie de des risques que nous prenons tous les jours. Mais, pour autant, on ne va pas s'exposer soi-même. Donc, moi, je comprends parfaitement pour être passé... C'est pour ça qu'il prend des précautions. Mais moi, il se met un petit peu à l'abri. Moi, je comprends parfaitement pour être passé par ces étapes-là, pour connaître, pour avoir connu, et pour connaître encore les risques liés au statut d'un homme politique d'opposition face à un régime, j'allais dire, qui peut parfois être sanguinaire. Bon, moi je comprends les précautions que prend Achadam aujourd'hui pour sa sécurité. Et ceux qui vous suivent, mais ça nous est arrivé aussi de disparaître. Vous savez, ça nous est arrivé de partir. Nous avons connu l'exil. Vous savez ce que c'est? Bon, voilà, donc, oui. Vous savez, nous avons connu l'exil parce que nous sommes engagés dans la vie politique.
Mais c'est arrivé à beaucoup d'autres. Alpha Condé a connu l'exil. Nelson Mandela, il a connu l'atrocité de la prison, des travaux forcés. Tikpi est en exil aujourd'hui, c'est ça? Moi, je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Tikpi Achadam a pris des dispositions pour assurer sa sécurité, sa survie. Et cela est tout à fait normal. Ça, moi, je serais le dernier à le lui reprocher. Voilà, l'essentiel, c'est que le PNP soit présent dans la vie politique et continue de participer à la vie, à l'action et à la lutte que nous menons pour la démocratie au Togo. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'au dernier round de discussion avec les protagonistes, bon, beaucoup plus avec les facilitateurs, au niveau de la C14, vous avez remis quand même aux deux facilitateurs un plan détaillé de sortie de crise. Votre analyse pour sortir le Togo de la crise, quelles sont les grandes lignes de ces propositions-là que vous avez soumises quand même aux facilitateurs? Bon, nous avons, certains de vos confrères ont publié ces propositions. Bon, non, grosso modo, c'est un plan de sortie de crise en 8 points que nous avons remis aux facilitateurs. Le premier point, ce sont les mesures d'apaisement, c'est-à-dire la libération de tous les détenus politiques au Togo, sans exception, tous les détenus politiques, pour créer un climat d'apaisement propice à un meilleur vivre ensemble. Le deuxième point, c'est le retour aux dispositions fondamentales, aux 5 dispositions fondamentales de la Constitution de 92. C'est une proposition que nous avions déjà faite en mars, le 27 mars, que nous reprenons, à savoir les conditions d'éligibilité, la limitation de mandat avec la mention « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats », le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, les prérogatives et les conditions de nomination du Premier ministre, et puis la recomposition de la Cour constitutionnelle. Voilà les 5 dispositions fondamentales dont nous demandons le rétablissement tel que le peuple togolais les avait adoptés en 92. Le troisième point concerne en application, si vous voulez, du rétablissement de ces dispositions, concerne l'impossibilité pour l'actuel chef de l'État de briguer un 4e mandat. 2020, vous êtes contre? Nous sommes contre parce que nous considérons que, et ce n'est pas, contrairement à ce que les gens disent, ce n'est pas la rétroactivité. Nous considérons que dès lors que les dispositions limitant le nombre de mandats à 2, avec la mention « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats », dès lors que cette disposition sera restaurée, eh bien, son application doit être immédiate. C'est au nom de l'immédiateté de l'application de cette disposition que nous considérons que l'actuel chef de l'État, qui en 2020 aura déjà fait 3 mandats, n'est plus qualifié pour solliciter un 4e mandat. D'accord. Voilà. Et ça, c'est le troisième point. Le troisième point. Le 4e point concerne ce que nous appelons le déverrouillage des institutions de la République. Actuellement, il y a tout un ensemble d'institutions de la République, depuis la HAC, qui vous concerne d'ailleurs, la CENI, l'autorité d'attribution des marchés, des marchés publics, l'ARP, l'autorité de réglementation des postes de télécommunications, etc., etc. Donc les sociétés d'État, etc. Toutes ces institutions sont devenues des instruments de conservation du pouvoir. Le régime en a fait des instruments de conservation du pouvoir. Or, ce sont des institutions qui ont été prévues par la Constitution pour faire de la régulation, pour faire du contrôle et parfois même pour faire du contre-pouvoir. Nous voulons faire en sorte que ces institutions retrouvent leur mission constitutionnelle, leur mission initiale. C'est ce que nous appelons le déverrouillage
des institutions. Le 5e point concerne la définition des grandes lignes des réformes électorales. Nous voulons remettre à plat tout notre cadre électoral et faire en sorte que à créer un nouveau cadre électoral qui ferait que le bulletin de vote au Togo aurait désormais un sens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le 6e point de notre plan concerne la mise en place d'une transition. Alors, il y a beaucoup de choses que l'on dit sur la transition. Bien sûr. Voilà. Mais ce que nous voulons dire aux Togolais ici, quand nous parlons de transition, ce n'est pas tout simplement une volonté, comme les gens disent, d'aller à la soupe ou d'aller ceci. Non. Vous savez, l'atmosphère politique au Togo est caractérisée par un manque de confiance totale entre les acteurs. Nous voulons, à travers la transition, créer un nouveau cadre, créer une nouvelle mentalité, créer un... Alors, cette transition, est-ce qu'elle se fera avec Faure Gnassingbé ou sans Faure Gnassingbé? Des différents points des points de sortie de crise que la C14 a transmis quand même aux facilitateurs. On était sur le point de la transition. De la transition qui est le 6e point. Oui, qui est le 6e point. Et la transition, comment est-ce qu'elle pourra être... comment pourra-t-elle se faire, à votre avis? Non. Bon, vous savez, mais tout ça fait partie du dialogue. Hein. Mais je crois qu'il est important. Je vous parlais tout à l'heure de l'esprit de la transition. Nous avons tenu, si vous voulez, cette proposition est l'une des propositions clés de notre plan. Vous savez, la transition, je disais tout à l'heure, c'est pas simplement une façon de se mettre avec le régime. Non, mais c'est une façon de créer un nouvel état d'esprit. La transition, en tout cas pour ce qui nous concerne au niveau de la C14, nous voulons en faire un instrument d'ouverture mutuelle. Est-ce que les positions ont évolué et de responsabilité politique. Excusez-moi, au début, on a écouté la question de la transition au niveau de la coalition. Oui. Et à l'époque, on parlait d'une transition sans Faure Gnassingbé. Là, visiblement, vous êtes en train de parler d'une transition avec Faure Gnassingbé. Les positions ont-elles évolué aujourd'hui, clairement, par rapport au contexte? Non. Les positions ont évolué depuis le 27 mars. On a beaucoup parlé de cela. Hein. On a même organisé... Vous avez lâché beaucoup de choses. On a même concédé des choses. Bien entendu. Bien sûr. Nous l'avons fait par esprit de responsabilité et par souci de favoriser le compromis politique pour régler la crise. Donc ça, on en a parlé. Mais ce que je tiens à revenir sur cette transition, parce que, vous savez, une des causes principales qui font qu'on n'arrive pas à sortir de ça, c'est le manque de confiance entre les acteurs de chaque camp. Et nous avons pensé que cette transition devrait créer un esprit d'ouverture mutuelle d'un camp sur l'autre et surtout de responsabilité politique pour définir ensemble ce que nous devons faire pour sortir le pays de la crise et définir la manière de le faire et le faire ensemble. Un gouvernement d'union ensemble? Non, pas un gouvernement d'union, un gouvernement de... Enfin, ce n'est pas seulement un gouvernement. C'est aussi un gouvernement, mais aussi des institutions. Des institutions de transition. Quand on parle d'une transition, ce n'est pas seulement un gouvernement de transition, mais c'est aussi des institutions de la transition. C'est aussi une nouvelle façon de gouverner. C'est une rupture dans la gouvernance actuelle. Nous voulons, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que toutes les institutions de la République sont des instruments de conservation de pouvoir. Bon, la transition sert aussi à transformer ces institutions en institutions qui jouent leur rôle originaire. Autant aller aux élections, vous gagnez les élections, vous venez au pouvoir,
et vous réorganisez les choses. Mais justement, vous savez, des gens ont toujours cru que le problème togolais est seulement un problème d'élection. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Chaque fois que nous avons dit allez aux élections, on l'a fait. Depuis 1991, enfin depuis après l'adoption de la 93, pardon, c'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a réglé la crise pour autant? Donc si on n'a pas réglé, c'est que le problème n'est pas seulement électoral. Donc, le problème est constitutionnel. Nous nous sommes dotés d'une constitution qui avait pour vocation de démocratiser le pays. Et le régime a complètement comment dirais-je, a tordu le cou à cette constitution en la vidant de toute sa substance. Bon, aujourd'hui, nous demandons à revenir à la constitution originelle qui avait pour mission de permettre de créer au Togo les conditions d'une vie démocratique normale. Bon, voilà. Mais il n'y a pas que le problème n'est pas que constitutionnel, il est aussi institutionnel. J'ai parlé tout à l'heure des institutions, des institutions qui sont devenues des instruments de conservation du pouvoir, qu'il faut transformer. Et il est aussi électoral. Il faut organiser des élections propres au Togo, des élections transparentes au Togo. En dehors de la question de transition, il reste deux autres points il dans reste votre feuille de route de sortie de crise. Tout à fait. Alors, donc le 6e point est donc celui de la transition. Le 7e point concerne la sécurisation des institutions de la transition. De la transition ou de la République? Non, des institutions de la transition. D'accord. Certains Togolais se rappellent ce qui s'est passé après la première transition. Comment les institutions de la première transition en 91, 92 ont été tout simplement prises en otage par des hommes proches de M. Eyadema à l'époque. On a utilisé l'armée pour bloquer la transition. Le 3 décembre, alors que le Premier ministre Kofigo avait pris fonction en août, à la fin de la conférence nationale souveraine, le 3 décembre, c'est-à-dire quelques 3 mois après, le 3 décembre, la primature avait été prise d'assaut par des militaires qui ont capturé le Premier ministre pour l'amener à la présidence. Donc, nous ne voulons plus que ces choses se passent. Nous ne voulons plus revivre ce que nous avons vécu en 1993 et qui ont bloqué jusqu'à ce jour le fonctionnement des institutions C'est pour ça que vous voulez qu'on sécurise quand même. Nous avons fait des propositions concrètes pour que les institutions de la transition soient sécurisées et puissent aller jusqu'au bout, conduire jusqu'au bout la mission qui leur a été confiée. Et puis, le dernier point, qui est le 8e, c'est un certain nombre de dispositions et de propositions que nous avons faites pour assurer le suivi et la garantie de mise en œuvre des décisions qui auront été prises lors du dialogue. Parce que, juste ça, pour que les Togolais comprennent, l'accord politique global avait été aussi un accord signé par la plupart des partis, des acteurs politiques. Mais cet accord n'a jamais été mis en œuvre. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous disons que si, à travers ce dialogue, nous parvenons à un accord avec l'aide de la communauté internationale, eh bien, nous avons fait des propositions concrètes aux deux facilitateurs et à la CEDEAO pour que propositions concrètes pour garantir le suivi et la mise en œuvre des décisions. Ça, c'est votre plan détaillé de propositions de sortie de crise. Tout à fait. Le 27 juin dernier. Quelle a été la réponse des émissaires du pouvoir et du parti UNIRA? Vous savez, c'est le problème que l'on a dans ce dialogue. Vous vous rappelez, nous sommes partis avec des exigences très fortes. Retour intégral à la Constitution de 92. Le départ immédiat de Faure Gnassingbé. Oui.
etc., etc. Après, vous avez lâché. Bon, par souci de responsabilité, nous avons dit, il faut faire avancer les choses, il faut adopter de nouvelles positions, faire des propositions pour aller dans le sens du compromis. Le 27 mars, nous avons fait des propositions concrètes dans le seul but de faire aboutir un compromis politique. À ce jour, le régime n'a jamais répondu à ces propositions. La dernière fois, donc le 27 juin, nous avons remis aux deux facilitateurs des propositions plus détaillées, notamment sur la transition, sur les 8 points que je viens de vous citer. Là aussi, à ce jour, nous ne savons pas quelle est la réaction de nos adversaires. Mais on ne peut pas avancer comme ça. Au pouvoir, on considère cette question de transition que vous venez d'évoquer comme une transition de coup de force. Coup de force pour peut-être essayer d'obtenir par le dialogue ce que vous n'avez pas réussi à faire dans la rue. Non, vous savez... Prendre le pouvoir par la force. Non. Dans la rue. Pas du tout. Si nous voulons prendre le pouvoir par la force... D'ailleurs, je crois qu'en matière de coup de force, c'est plutôt... il faut plutôt diriger le regard vers les autres. L'opposition n'a jamais fait de coup de force. Si nous voulions faire de coups de force, on ne passerait pas par un dialogue. Eux, ils savent comment on fait des coups de force. On ne fait pas un coup de force à travers un dialogue. Et la transition que nous proposons, ce n'est pas une transition où l'opposition serait seule à conduire le pays. Nous disons que, à travers cette transition, dans un esprit d'ouverture mutuelle et de responsabilité politique, nous définirions ensemble ce que nous ferions ensemble pour sortir de la crise, la manière de le faire, et nous le ferions ensemble, à travers des gens, des personnes que nous aurions désignées ensemble. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, chaque fois que nous avons convenu d'un accord, on a laissé au régime en place le soin de mettre en œuvre cet accord. Mais le résultat est là. C'est que le régime, soit il met en œuvre l'accord, mais à sa façon et à son avantage, seul. Donc, la crise n'est pas résolue. Ou alors, il refuse de mettre en œuvre l'accord comme ils l'ont fait pour l'accord politique global. Et la crise n'est pas résolue non plus. Donc, cette fois-ci, nous disons non. Créons un climat de confiance. Mettons en œuvre une transition. Parce que, vous savez, le Togo... Je reviens sur la question. Tout tourne autour des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Vous avez dit tout à l'heure... Constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Vous avez dit de régler le problème togolais aujourd'hui de façon globale. Tout à fait. Il est assez complexe. Tout à fait. Je reviens sur une question précédente. Est-ce qu'il ne serait pas bien finalement de faire les choses de telle sorte qu'on va aux élections, que vous alliez aux élections, vous gagnez ces élections et vous remettez tout à plat? Non. Vous savez, non. Ce n'est pas possible dans le contexte actuel. Non, je vous dis non. Je vous dis non parce que, vous savez, nous sommes dans un contexte, je vous dis, le contexte togolais est complexe. Ce n'est pas parce que vous gagnerez des élections que vous pouvez gouverner. Si tel était le cas, le gouvernement RPT UNIR ne serait pas à la peine aujourd'hui. Parce que vous le dérangez. Mais non, on ne le dérange pas. Nous portons les aspirations des Togolais. C'est ça la réalité. Ces élections que le régime dit avoir gagnées, ces victoires, le régime, y compris à leur sein, ils savent que c'est du pipeau, qu'ils n'ont jamais gagné les élections. Comment ça du pipeau? Bon, non, on va pas revenir là-dessus. Ils savent qu'ils n'ont pas gagné les élections. Donc, ça, n'en parlons pas. Ce que nous voulons maintenant, laissons se passer, créons les conditions pour aller à des élections non contestables, aux résultats incontestés et incontestables. Est-ce qu'il peut y avoir au Togo un résultat non contestable et incontesté, franchement? Bien sûr. En 1994, ça s'est passé. En 1994. Parce que l'opposition avait gagné? Non, parce que les élections étaient transparentes. C'est différent. Et je me souviens,
à l'époque, lors d'une émission, il y avait un représentant du RPT, c'était, paix à son âme, Douroudjaï Tidjani, qui disait « Ah, nous avons perdu ces élections, mais les prochaines élections, c'est nous qui allons les organiser et nous ne les perdrons plus jamais. » Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voyez, on ne peut pas gouverner un pays comme ça. Donc, s'il suffit de gagner les élections pour pouvoir gouverner, mais le régime aujourd'hui ne serait pas obligé de venir à un dialogue. Que le président en exercice de la CEDEAO soit l'objet d'un dialogue conduit par ses pairs. Bon, vous voyez, cela me fait de la peine pour mon pays. Vous voyez, donc, à travers la transition, essayons de créer un autre état d'esprit. Créons un esprit d'ouverture mutuelle, de responsabilité politique pour engager le Togo, pour sortir le Togo de la dictature et l'amener vers la démocratie. Et puis, vous savez, même la CEDEAO a intérêt à cela parce que aujourd'hui, le Togo est le mauvais élève de la CEDEAO. C'est le seul pays des 15 États de la CEDEAO où il n'y a jamais eu d'alternance depuis 50 ans. Vous aussi, vous mettez de la pression sur la CEDEAO aujourd'hui. Mais on ne met pas la pression. De la CEDEAO. Non. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet-là, le 31 juillet prochain, à Lomé? Et il semblerait qu'au sein de la coalition, il y a des divergences quand même sur la stratégie à mettre en œuvre pour faire quand même évoluer les choses. Au niveau de la coalition? Oui. Non. Au niveau de la coalition, non, il peut y avoir des différences. Surtout pour faire pression sur les chefs d'État de la CEDEAO. Non, vous savez... Il y en a qui préfèrent les manifestations de rue, des marches, et il y a d'autres qui, comme ce qu'on est en train de voir, des meetings. Non, vous savez, d'abord, la coalition n'est pas un mouvement monolithique. Ce n'est pas le RPT. C'est nous. Chez nous, il y a débat. Oui, mais le RPT n'existe plus, je vous le rappelle. Enfin, le RPT, bon, excusez-moi, mais je suis un ancien. Alors, voyez. Alors modernisez-vous, c'est lui qui est là. Je n'y arrive pas. Vous voyez, quand je vois les mêmes hommes qui se disent « Ah, désormais, je m'appelle ceci », j'ai du mal à ne pas les appeler par leur ancien nom. C'est pareil. Hein, quand il y a le boulevard le boulevard circulaire. Moi, quand je quittais Lomé, au début des années 70, ça s'appelait boulevard circulaire. Bon, mais moi, je continue de l'appeler boulevard circulaire. Il paraît que le nom a changé, mais bon, je ne sais pas. Donc, pour moi, le RPT, c'est ce que j'ai connu avec les hommes qui y sont encore. J'ai du mal à les appeler unir. Mais ça c'est de la... Je reviens sur ma question. Qu'attendez-vous du sommet de la CEDEAO le 31 juillet prochain, au niveau de la coalition? Ce que nous attendons... Qu'ils viennent débarquer Faure-Gnassingbé? Non. Ils viennent le contraindre pour qu'il n'aille pas aux élections en 2020? Vous savez, il faut pas... Nous ne sommes pas... on n'est pas naïfs. Nous savons que la CEDEAO n'est pas encore une communauté de peuple, une communauté de population. C'est d'abord, au jour d'aujourd'hui, une communauté de chefs d'État. Et aucun chef d'État ne viendra dire à Faure-Gnassingbé de partir. Le professeur Alpha Condé avait quand même rassuré ici à Lomé le 27 juin dernier qu'ils ne sont pas venus en tant que syndicat de chefs d'État. Non, mais je vous dis qu'aucun chef d'État de la CEDEAO ne viendra dire à M. Faure-Gnassingbé de quitter le pouvoir ou de ne pas être candidat. D'accord. Ça, c'est le problème des Togolais. Je veux dire, c'est croire que les chefs d'État prendront le 31 une décision en disant Faure-Gnassingbé ne sera pas candidat. Je crois que ceux qui s'attendent à ça se tromperaient, seraient déçus. Nous devons continuer la mobilisation. Il n'y a aucun chef d'État au monde qui peut résister à la pression populaire. Vous savez, il y a eu en Iran, le Shah d'Iran. Comment vous pouvez mettre la pression? Non. Il y a eu des exemples. Et on vous interdit d'emprunter les itinéraires que vous avez définis au préalable. Et vous obtempérez. Comment pouvez-vous mettre la pression sur ceux qui gouvernent? Monsieur Rigaton, vous savez... Vous n'avez aucun moyen. Non, vous savez, les choses changent vite. En 1991, le 5 octobre 1990, la situation de la dictature était à son sommet. Et pourtant,
les Togolais l'ont ébranlé. Donc, je crois que si le régime aujourd'hui continue de penser que les Togolais ne feront rien, que les Togolais vont les laisser faire ce qu'ils veulent, vont les laisser continuer à faire du Togo leur propriété privée, cela ne sera plus jamais comme ça. Plus rien. Après tout ce que nous avons connu là depuis le mois d'août, depuis début août jusqu'à maintenant, nous savons, et eux aussi doivent le savoir. Et s'ils ne le savent pas, je les invite à en prendre conscience. Plus rien ne sera plus comme avant au Togo. Et ils ne pourront plus continuer à jouir du Togo sérieux. comme... Non, je vous dis la vérité. Incantation. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, vous savez, je suis... Bon, j'ai été, comme on a dit, très extrémiste. Mais, vous savez, quand on prend de l'âge, on perd on s'assagit, on perd la foudre et la fougue de la jeunesse. Mais aujourd'hui, ce que je vous dis, je vous le dis du fond de mon cœur. Plus rien ne sera comme avant. Si le régime pense qu'il peut continuer à gouverner ce pays comme il a fait jusqu'à présent, il se trompe. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Donc, plus vite ils en prendront conscience, mieux ça vaudra pour eux et pour le Togo. Donc, c'est pour cette raison que la proposition que nous avons transmise au chef d'État, eh bien, il faut qu'il saisisse cette opportunité pour prendre le train de l'histoire qui est en marche. Alors, s'ils continuent de penser qu'ils vont attendre, eh bien, le train va rouler et le train partira sans eux. Ils resteront à quai. Et ça, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils disent ils peuvent interdire les manifestations, et débarquer des militaires un peu partout. Mais vous savez, en 90, vous savez ce qu'était ce pays, je ne sais pas, vous étiez peut-être plus jeune, mais il y a eu d'autres cas dans d'autres pays. Lorsque le peuple se soulève, il n'y a aucune puissance dans le pays qui peut y résister. Ça fait 10 mois que ça dure. 11 mois. Mais vous savez, depuis combien de temps dure ce régime? Oui. Voilà. Depuis combien de temps dure ce régime? Vous voulez faire autant? Non, nous ne voulons pas faire trouver autant. Une solution à la non, crise c'est qu'aujourd'hui, nous sommes décidés à en finir avec cette situation. Ouais. Et en vous entendant, vous avez envie de mettre aussi 50 ans pour déloger le régime. Pas du tout. Non, vous comparez, vous dites, ça fait 8 mois oui, ça fait ça dure. Plus de 10 mois que ça 10 dure. mois que ça dure. Et je vous dis, ce régime, ça fait plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle que ça dure. Donc, bon, qu'en 10 mois on ne soit pas arrivé à mettre à terre ce régime, moi, ça ne me surprend pas. Mais nous disons aux Togolais, nous devons redoubler de mobilisation parce que de toutes les façons, aucun président, aucun chef d'État, aucune armée ne peut avoir raison de la détermination d'un peuple. Et ça, je vous dis que ce n'est pas ce que je vous dis là, je le dis, je sais ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais quand je vous dis que plus rien ne sera comme avant, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Bien sûr. Je pose la question, est-ce que Faure Gnassingbé quittera en 2020? Est-ce que c'est possible qu'il quitte le pouvoir en 2020? Et de toute façon, moi, je souhaite que de lui-même, il prenne la résolution de partir avant que le peuple ne l'y oblige. Voilà. Je ne souhaite pas... vous savez, moi, je ne suis pas du genre à piétiner les adversaires, à martyriser les adversaires. Je ne souhaiterais jamais à Faure Gnassingbé de connaître la situation d'un Moubarak, le Tunisien, là, du président tunisien, ou des présidents qui se sont retrouvés en exil, ou qui se retrouvent en prison, etc. Je ne lui souhaite pas ça. Donc, moi, je n'ai pas de conseil à lui donner, mais si je peux me permettre, je lui dis, mais d'avoir de la lucidité et la sagesse, de prendre le train de l'histoire
pendant qu'il est en marche et de ne pas choisir de rester à quai. Parce Quel que, commentaire faites-vous de la dernière déclaration d'Emmanuel Macron lors de sa visite au Nigeria? oh, vous Le savez, statu quo ne peut plus ou ne peut pas durer encore au Togo. vous savez, ça, c'est la déclaration d'un Français. Hein. Bon, les Français, ils ont l'art de l'ambiguïté. Bon, C'est ambigu? il n'y a que lui qui sait ce qu'il veut dire. Bon, voilà. Il n'a pas été suffisamment clair, Emmanuel Macron. Non, enfin, Vous moi, pensez que la France peut jouer un rôle dans la résolution de la crise au Togo? bah, naturellement, la France peut jouer un rôle. Les relations entre la France et le Togo sont très fortes, sont très anciennes, sont historiques. Bon, donc, il y a des intérêts français au Togo, plus que d'intérêts togolais en France. Donc, bon, la France, moi je dis, c'est normal que la France suive ce qui se passe au Togo. Maintenant, si les Togolais veulent compter sur la France pour les débarrasser de la dictature, eh bien, ils attendront longtemps. Moi, je dis que c'est à nous d'abord, à nous Togolais, à nous battre pour la démocratie, pour la liberté. C'est comme ça que ça se passe partout. Est-ce que les Tunisiens, pour se débarrasser du régime de Ben Ali, ont eu besoin de la France? Est-ce qu'ils ont eu besoin de la CEDEAO? Les Égyptiens, quand ils se sont soulevés pour se débarrasser de Moubarak, est-ce qu'ils ont... Bon, on peut citer les exemples comme ça. La détermination doit d'abord venir de l'intérieur. Et le dictateur ne peut pas tuer tous les Togolais. À un moment ou à un autre, mais avant, nous sommes à peu près 7 millions. Ben, s'il se décide à nous tuer tous, eh ben, le temps qu'il tue 1 million, ben, je crois qu'il sera déjà tué lui-même. Alors, quelle est la Voilà. situation Donc, finalement que les aujourd'hui? Togolais, moi je dis aux Togolais de ne pas avoir peur de se mobiliser et de se soulever D'accord. contre le régime. On ne va pas contre appeler ce au régime. soulèvement sur cet intérêt. Excusez-moi, Non, Antoine Folly, non, de vous le rappeler. non, non, je ne parle pas de se soulever, de se mobiliser. D'accord. Voilà. Oui. Non. Mobiliser peut-être, oui. Voilà, non, se je dis soulever, aux parce que Togolais vous de avez se parlé de mobiliser D'accord. contre contre le régime. Alors, Voilà, quelle est la situation des détenus politiques? Parce que dans le communiqué de la facilitation la dernière fois, on a parlé quand même de la libération quand même des détenus politiques. Nous savons qu'il y en a pas mal qui sont dans nos géoles, notamment les membres du mouvement Nouboueke aussi, qui sont depuis des mois et des mois. Quelle est la situation? Est-ce qu'on a commencé déjà par libérer certains? Bon, là, je n'ai pas fait le point avant de venir. À la date du 27 juin, quand on avait fait le point, il y avait encore une 60aine de détenus dans les différentes prisons à Lomé et à l'intérieur du pays. Donc, bon, je vous dis, j'ai été absent du pays, donc je n'ai pas refait le point avant de venir à cette émission. Bon, en tout donc, cas, je ne veux pas vous dire de même bêtises. que si la Mais coalition prévoit visiter les détenus politiques dans les prisons à partir de la semaine prochaine, ça veut dire qu'ils sont toujours. ah non, Ils mais sont pas encore libérés. ils ne sont pas encore tous libérés. Ça c'est sûr. Ils ne sont pas encore tous libérés. Donc, il y a encore des détenus politiques suite aux manifestations, donc qui sont encore en prison. Alors, nous avons encore 2 petites minutes à passer ensemble par rapport à la sortie de crise. Pensez-vous très sincèrement que le plan de sortie de crise que vous avez transmis aux facilitateurs, que cela a quelque chance d'aboutir, très sincèrement? Bon, vous savez, nous sommes... Avoir l'adversaire en face. Est-ce qu'il a dit? Non, vous savez, le plan que nous avons, les propositions contenues dans ce plan constituent, à mon avis, le maximum que nous pouvons faire. Ça veut dire que vous ne pouvez plus faire de concessions sur ce plan de sortie de crise? Non, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucune concession à faire. Si on fait encore des concessions, ça deviendrait de la compromission. Et en ce moment-là, nous trahirions la confiance des Togolais. Les Togolais nous ont fait confiance jusqu'à présent. Ils nous ont suivis. Et nous portons leurs aspirations, leurs revendications
Voilà, ce ne sont pas des revendications des partis politiques. Regardez aujourd'hui la société civile, dans les propositions de la société civile. Est-ce qu'elles sont fondamentalement différentes de ce que nous disons? Non. Regardez même Gilles Olympio de l'UFC, qui est allié avec le gouvernement, qui est allié avec la PT Unir au gouvernement, fait des propositions qui ne sont pas très différentes, qui ne sont pas très, très éloignées de celles que nous faisons. L'Église, aujourd'hui, est-ce que le régime peut penser qu'il aurait raison contre tout le monde? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il aurait raison contre toutes les composantes de la société togolaise? Non. Il ne peut pas continuer à faire du Togo un patrimoine privé. Il faut qu'ils arrivent à l'esprit républicain. Bien. Et c'est le sens de la transition que nous leur proposons pour que les choses se passent, que ce passage de la dictature actuelle à la démocratie se passe. On est en dictature au Togo? Nous sommes dans un régime, dans une dictature avec un vernis démocratique. C'est ça le problème. Alors, on arrive à la la fin réalité. de l'entretien. Quel est votre message quand même à l'endroit des Togolais, monsieur le ministre Antoine Foley? Moi, je voudrais m'adresser d'abord aux Togolais, la grande majorité des Togolais qui soutiennent les propositions de la coalition. Je voudrais leur dire de se mobiliser encore davantage. Je ne leur demande pas de se soulever, mais de se mobiliser encore davantage pour que, ensemble, nous continuions à porter ces revendications. Le prochain sommet de la CEDEAO ne sera qu'un épisode, une étape. On ne sait pas ce qu'il en sera, mais nous sommes vigilants. Nous sommes... Est-ce que la CEDEAO couper la poire en deux? Écoutez, attendons de voir ce que la CEDEAO, ne faisons pas de présomption, attendons de voir ce que la CEDEAO donnera. Si les propositions de la CEDEAO ne correspondent pas à ce que sont les aspirations du peuple pour nous, eh bien, nous les refuserons et nous continuerons à nous battre. Nous continuerons à nous mobiliser pour faire aboutir nos revendications. Je voudrais aussi m'adresser à la minorité des Togolais qui soutient le régime en place. Je voudrais leur dire que la politique ne veut pas dire... Pourquoi parlez-vous de minorité? Non. Il n'y a jamais de minorité qui élise un président de la République. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la minorité. C'est la minorité qui s'est accaparée. Non, ça c'est un autre contexte. Non, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Je parle de minorité, je sais de quoi je parle. Aux dernières élections législatives, l'opposition a eu plus de voix que oui. Voilà. Bon, donc, l'opposition en nombre de voix est majoritaire. D'accord. Bon, donc, le régime est minoritaire. Donc, à la minorité qui dirige le pays, je leur dis de ne pas avoir peur d'un lendemain. Nous ne demandons pas à faire la chasse aux sorciers. Mettons-nous ensemble dans un esprit d'ouverture et de responsabilité politique pour définir ensemble ce que nous devons faire pour sortir ce pays de la crise. Mettons-nous ensemble pour conduire la transition, mettons-nous ensemble pour créer les conditions d'une vie démocratique normale et organiser des élections transparentes. Très bien. Dans tous les cas, après ces élections, nous avons à faire face à de grands défis. L'opposition toute seule, même si elle détient les 4/5 du Parlement, ne pourra pas relever ces grands défis. C'est ensemble que nous continuerons pendant un certain temps à faire face à ces grands défis. Donc, qui se départissent des peurs du lendemain, de la perte d'avantages indus qu'ils ont aujourd'hui, ça c'est petit par rapport au futur du pays, aux intérêts du Togo et des Togolais. Merci beaucoup à Antoine Foley. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le délégué général de l'UDS Togo, Union des démocrates socialistes du Togo, membre de la coalition des 14 partis de
de l'opposition. Merci d'être venu chez nous ce matin. Merci de m'avoir invité. Merci à tous nos auditeurs. Merci également à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi ancien Rigaton. Je vous retrouve demain pour la grande messe de vendredi. À bientôt. Toujours une longueur d'avance. Toujours une longueur d'avance. Taxi FM.